unique. Et encore les autres femmes avec leurs enfants, mais l'homme ne peut pas manquer. Et ici, on a une inscription en deux langues et aussi le nom, le seul est pareil dans les inscriptions. Merci Madame pour cette intervention qui nous donne un aperçu sur la richesse archéologique de cette partie de l'Afrique du Nord. J'invite les sultans qui ont proposé l'intervention ce matin pour un débat de me rejoindre, Monsieur Medali. C'est pas Monsieur Hida, mademoiselle. Concernant l'intervention de Monsieur Medali. Oui, Monsieur Zawadi. Question, أهمية كبرى من اكتشاف دراسة المنطقة لسه وتونس بصفة عامة. بالنسبة للمهام اللي كلموا بها لزيسلاف، لسيرفينيوس، لبيركم بصفة عامة، نوجدهم في نفس المناطق في جالما من المسقطين منهم طابولارية، أديتور، طابولارية، كان زرقانيس. Les esclaves nés dans la maison, les Bernards, c'est-à-dire ma question, est-ce qu'on trouve des inscriptions d'esclaves, des esclaves, qu'on appelait les Vécaris, dans la région de Tunisie et d'Algérie? J'ai lu un livre sur les esclaves en Grèce et en Arabe. Cette fonction existait alors. Je me demande si elle existe aussi chez nous. Des Vécaris. Merci. Merci, cher Moura, pour cette question très intéressante et très pertinente. Effectivement, pour les esclaves et les affranchis, nous avons quelquefois l'esclave de l'esclave. Donc un esclave qui peut, parce qu'il ne faut pas mettre dans la tête que ce sont des esclaves ou des affranchis impériaux qui sont des gens qui sont pauvres, qui sont au contraire, qui sont très bien rémunérés, à tel point que des esclaves, quelquefois, ils refusent d'être libérés, d'être affranchis de leur valeur, parce qu'une fois ils quittent le statut d'esclave impérial, parce que, par exemple, parmi les fonctions des esclaves impériaux, c'est dispensateur, le caissier. Et vous savez que le caissier, ce n'est pas aujourd'hui les logiciels où on peut faire le suivi d'une façon très directe. Donc il y a beaucoup de moyens pour la corruption. Du coup, s'il quitte le statut d'esclave, donc il va quitter automatiquement la fonction de dispensateur. Donc quelquefois, même dans des couples d'esclaves, le mari et l'épouse, l'époux il décide de rester esclave alors que la femme elle est affranchie. C'est comme ça que nous trouvons quelquefois des couples entre esclaves et une libérée, une affranchie impériale. Ça, c'est très intéressant à mentionner. Donc, ce sont des gens très bien rémunérés, très bien payés, à tel point qu'ils décident de rester toujours esclaves et de ne pas quitter le statut d'esclave. De deux, nous avons quelquefois, donc c'est pourquoi, nous avons dans l'épigraphie africaine, je n'ai pas des exemples en tête maintenant, mais nous avons, c'est certain, que des esclaves sont des esclaves d'esclaves. Voilà, et ça existe d'une façon claire et c'est mentionné dans l'épigraphie. Voilà. Merci pour vos réponses. En tant qu'épigraphie pour les Viniki. Voilà. Votre question, pour M. Medali, pour Mme Djouni, pour M. Hida.
Et Israël? Cache? Oui, vas-y. Ce qui concerne les chapiteaux du style arabe, Le style, bien sûr. est-ce que c'est des chapiteaux du XIIe siècle ou je ne sais pas la datation exacte pour la nomination, il vient d'où? Bon, j'ai une question pratique. La thématique, là. Donc, concernant la mosquée de Sidi Bou Marwan, il y a énormément de. Je crois qu'il y a énormément de chapiteaux. Ce que je me demande, c'est est-ce qu'ils sont tous de renvoi, d'époque romaine, ou bien de ce style arabe antiquisant? Donc, je vais répondre à cette question. Merci d'ailleurs pour cette question. Pour la mosquée de Boumarouen, justement, elle a fait objet d'un article scientifique qui sera publié prochainement, le mois de, je pense, madame, c'est novembre, c'est avril. Donc, c'est les chapiteaux de la mosquée de Boumarouen et c'est de datation et de recontextualisation. C'est la même chose. Donc, il y a environ 32 chapiteaux qu'on a analysés et que parmi eux, il y a bien sûr les chapiteaux vraiment qui viennent de l'édifice, des monuments historiques type Réjus. Par contre, de l'époque médiévale, il y en a peu, bizarrement. Il y en a vers 4 ou 5 seulement, qui datent de la date de l'édification de la mosquée elle-même de Boumarouen. Pour les autres chapiteaux, donc, ils varient du 1er siècle jusqu'au 4e siècle. Voilà. Et on a 5e, ça va jusqu'au 5e siècle. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Apparemment oui. Pour la question de... Oui. Tu as dit c'est des chapiteaux de style arabe. Oui. Ils datent de quel siècle? 10e, 11e siècle. Mais je pense normalement, c'est des chapiteaux anciens, non? Ancien? Normalement, tu as les chapiteaux. Oui. Ben, c'est des anciens chapiteaux, non? Si je comprends bien votre question, vous pensez que tous les chapiteaux conservés au niveau du musée, normalement, ils sont d'une époque antérieure, c'est ça? Je n'ai pas compris. Il y a des chapiteaux de premier, deuxième, troisième, quatrième. Oui. Mais tu as dit qu'il y a des chapiteaux de style arabe. Oui. Ils datent de quel siècle? Ceux que j'ai trouvés fait le musée, ils datent du 6e, 7e siècle, à peu près. Alors, juste, j'aimerais savoir, c'est quoi le style arabe? C'est le chapiteau de style arabe. J'aimerais bien savoir exactement leur aspect, c'est typiquement chapiteau de style arabe, là. Leur style? Le style, là, oui. Oui, j'ai essayé de donner une description. Si vous avez vu, donc, ils ont été documentés par un professeur Ben Sabeni, si vous connaissez, monsieur Ben Sabeni, donc qui a donné une définition à ces chapitres-là, donc il les a datés généralement du 10e, 11e siècle, oui, et comme référence, donc on voit ils ne sont pas des chapiteaux classiques, on va dire. Parce que la notion de chapiteau de style arabe, c'est un peu assez vague. Parce qu'à travers l'histoire de l'architecture musulmane, il y a des périodes où il y a, à partir pratiquement jusqu'au Xe siècle, on peut parler plutôt, c'est pas un style arabe, plutôt un style musulman antiquisant, en imitant les chapiteaux antiques. Par contre, un style typiquement arabo-musulman, il faut attendre pratiquement le 11e siècle. C'est pour ça cette notion de chapiteau de style arabe, c'est apprendre avec des pincettes. Peut-être c'est la réutilisation. Oui. Dans la mosquée de... Dans les pavés. Et question? Oui, madame. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, d'abord, on doit remercier les conférenciers sur leur conférence. Moi, j'ai une question d'abord à M. Dari concernant les offices du procurateur qui
l'administration, disons. Est-ce que nous avons un organigramme établi sur ces administrations et comment ça fonctionne? S'il y a une réponse. Aussi, je rebondis ce que vient de dire notre collègue sur la référence à des chapiteaux arabes. Donc c'est un terme très vague, qui ne renvoie à aucune référence, disons, établie. Voilà, donc c'est tout ce que j'aurais comme question. J'espère qu'on trouvera une réponse chez notre ami notamment. Merci, chers collègues. Ça, c'est ce qu'on appelle, du point de vue médiatique, la question qui tue. Arriver à établir un organigramme clair, oui et non. Dans l'état actuel de la documentation, nous avons le procurateur qui est en tête, donc le procurateur de l'ordre équestre, qui est de l'ordre équestre, donc un chevalier, un citoyen romain, et on parle même depuis Fleur jusqu'à Michel Christophe tout récemment, et on parle de collégialité inégale, ou quelque part de pseudo-collégialité, c'est-à-dire qu'on trouve un procurateur qui appartient à l'ordre équestre, donc un citoyen romain, plus un procurateur qui est esclave, qui est affranchi impérial, qui travaille ensemble. Sauf qu'il y a une certaine préséance, une certaine primauté de l'ordre équestre par rapport à l'affranchi impérial. Ça, de un. De deux, nous avons ces bureaux. Est-ce que ce sont des bureaux bien hiérarchiques ou l'un à côté de l'autre? Parce qu'il y a un qui est supérieur par rapport à l'autre. Ça mérite d'être travaillé, sincèrement, d'une façon claire. Par exemple, nous avons les tabularies et nous avons les adjutores tabularies, ces archivistes et les aides des archivistes. Donc c'est clair que l'archiviste est beaucoup mieux placé que son adjoint, finalement. Mais arriver à faire véritablement un bon organigramme clair, c'est un peu difficile, mais je crois que l'étude de la matière disponible va nous permettre de faire ça. Nous avons un collègue tunisien qui a fait une thèse sur les affranchis, les esclaves et les affranchis impériaux, Mohamed David, mais qui n'est pas arrivé vraiment à la fin à établir une bonne hiérarchie. Ce qui est sûr, c'est une administration bien faite, bien organisée et bien hiérarchisée. Merci pour vos réponses. Des questions, d'autres questions? Pardon? Aucune question alors. Pour Madame Devos, pas de questions alors? Hakim, tout d'abord, je prends le sens qui est concordant, c'est-à-dire que mon introduction et la vôtre, c'était la même pratiquement, c'est-à-dire insister sur l'importance de faire de la prospection, faire de l'inventaire qui touche le monde rural. Je crois que c'est une priorité et l'une des priorités les plus urgentes, à mon sens. C'est urgent ici maintenant de faire l'inventaire. En Tunisie, nous avons commencé l'expérience, ça a donné des résultats, des progrès substantiels concernant la connaissance du monde rural, concernant le fonctionnement, le territoire, le personnel, tout ce que vous voulez. Je crois qu'il est temps maintenant, je répète un peu mon introduction, de laisser un peu de côté les villes et faire beaucoup l'accent sur notre richesse du patrimoine rural. Parce qu'il y a une dégradation régulière au quotidien. Les gens creusent, les gens cassent, les gens détruisent notre patrimoine et comme ça nous perdons des connaissances et des tas de documents. Je crois qu'il est temps que nos universités, nos centres de recherche, que ce soit l'Institut national du patrimoine en Tunisie, c'est un message que je transmets, que ce soit l'Institut national du patrimoine en Tunisie ou ici en Algérie, je crois que c'est fondamental maintenant de se tourner vers notre monde rural. C'est ce monde rural qui a fait les villes, et non pas l'inverse. C'est le monde rural qui a fait les villes. Une bonne campagne, bien structurée, bien organisée, fait des villes prospères comme Calama, Montevest, Oujida, en Tunisie ou Douga. Il est temps, donc je crois que nous sommes sur le temps d'établir l'inventaire. Deuxième remarque, de point de vue méthodologique, il ne faut pas rester à là. Tu as parlé d'une bonne documentation dans ce site-là, mais tu nous as montré quelques photos. Il y a une richesse inouïe, ça c'est clair. Il a fallu
formation qui est passée directement de la matière archéologique vers Centre Augustin et Fustal. Entre les deux, il y a une gros innovation. Les documents, parce que ça peut se refléter sur ce que disait Centre Augustin pour la C'est un monsieur qui a quelque chose là. Il n'a pas encore suivi sa thèse, on le comprend parfaitement. Je peux rebondir sur ce que la publication. Oui, oui. Alors, nous sommes tout à fait d'accord, tout le monde est d'accord. Et juste pour rebondir qu'il faut faire des investigations archéologiques au niveau du territoire, à une échelle du territoire, et oublier un peu, focaliser sur les centres urbains. Et juste pour rappeler ce que nous faisons dans le projet de l'Est algérien depuis déjà 2003, avec le professeur Sarah Devos, M. Abdi, M. Mildad et toute l'équipe qui travaille sur le projet de l'Est algérien. Donc, c'est un survey à l'échelle du territoire. Et c'est surtout à l'échelle du territoire qu'on essaie d'incorporer, d'identifier, d'inventorier, documenter ce qui existe au niveau du territoire. On cherche la vision d'ensemble du territoire par l'archéologie rurale, l'archéologie du paysage, ainsi de suite. Donc je pense que tout le monde est d'accord sur ça. Et même si chacun travaille dans son coin, c'est pratiquement plus que tout le monde qui est en train de faire la même chose. Et merci. Merci à vous. Une question là? Pas de question? Moi, juste une seule question pour Mme Devos. Concernant les peintures rupestres, est-ce que vous avez pu les dater? Parce que je vois certaines qui ont l'aspect de la préhistoire et d'autres plutôt historiques. Est-ce que vous avez pu les dater? Et ça, où on voit un cavalier avec une bouclier, etc., ça ne donne pas des indices. Ça ne donne pas des indices sur la datation. Je pense qu'on a toujours utilisé des boucliers pour c'est naturel. Je ne peux pas raconter. Il faudrait faire la prospection, ils sont tous de la vente, mais on a eu dans peut-être ça, on peut Merci. Une question là? Il n'y a plus de questions. On remercie les intervenants pour leur intervention assez variée de l'Antiquité, l'épigraphie, l'art, l'architecture, et on laisse notre place pour la seconde session. Merci à tous.